Aujourd'hui, bon, présentation des accompagnateurs sectoriels. Donc, pour les conseillers, ça représente en fait vos, vos guides, que vous pouvez contacter à tout moment. On va vous les présenter un petit peu les particularités du programme primaire pour la mesure 1.2.5 sur la gestion des matières, sur la gestion des déjections animales en cours d'exercice ou en amas à proximité des bâtiments. Ensuite, présentation de deux éléments clés là, qui sont liés à la dépôt des demandes, soit le diagnostic et la description détaillée. Tout au cours de la présentation, si vous avez des questions, on va essayer de voir les mains levées. Ça se peut que des fois, on ne les voit pas. C'est ma collègue Nathalie Laroche qui nous accompagne, qui répond aux questions. Elle va aussi essayer de faire un suivi dans le clavardage. Si malheureusement on échappe une question ou vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à consulter vos conseillers afin d'avoir des réponses. Ça se peut aussi qu'on n'ait pas la réponse aujourd'hui. On s'engage à faire un retour auprès de vous là, avec les réponses dès que possible. Donc, si tout va bien pour tout le monde, nous continuons avec les accompagnateurs sectoriels. Nouveauté, en fait, pas nouveauté, je pense que le programme primaire a souvent eu cette approche-là. Vous avez dans chacune des régions administratives du Québec des spécialistes qui sont là pour vous appuyer dans la préparation de vos demandes. N'hésitez pas à les consulter. Ils nous ont aidés à préparer le programme, ils ont aidé à préparer la présentation aujourd'hui, donc ils sont toujours en mesure de vous aider à clarifier certains points au niveau de la documentation qui est requise. Et on sont en contact directement avec nous au central à Québec. Donc, c'est tous les gens que vous voyez sur la liste, hein, c'est une équipe qui travaille ensemble là, pour vous aider dans la préparation de vos demandes. Bon, le programme primaire, la mesure 1.2.5, gestion des déjections animales produites dans une cour d'exercice ou accumulées en amont à proximité du bâtiment d'élevage. Donc, l'objectif général de primaire, c'est vraiment d'avoir des gains environnementaux. Donc, particulièrement ici, on parle des gains environnementaux en lien avec les déjections animales, leur gestion, soit réduction des éléments de fertilisants qui vont dans l'environnement, la qualité de l'eau, améliorer la matière organique aussi de manière générale. Maintenir l'occupation du territoire, ça peut paraître un peu non intuitif, mais des cours d'exercice, des pâturages, c'est une occupation agricole du territoire. Donc, ça fait partie de la vision du MAPAC. Et également, appuyer les producteurs au niveau des attentes sociétales, particulièrement en bien-être animal, mais également en protection de l'environnement. Pour le programme cette année, il y a 4 types de projets qui sont admissibles. Implantation des mesures de réduction à la source, donc des correctifs, des modifications que vous apporteriez à des installations existantes de façon à réduire le risque pour l'environnement. L'aménagement pour la gestion des déjections animales d'une cour d'exercice à plus de 60 mètres d'un fossé de milieu hydrique ou humide en aval. Vous allez voir au niveau un petit peu plus loin lorsqu'on va parler des projets, de l'aménagement des cours d'exercice. C'est lié à la gestion du risque pour l'environnement. Aménagement de la gestion des eaux de ruissellement contaminées par les déjections animales. Donc, vous avez une cour d'exercice. Nous, on a des écoulements. Donc, c'est le genre de type de projet qui est admissible. Ensuite, l'implantation d'un ouvrage de stockage. Donc, pour les productions, en fait, lorsque sur le lieu d'élevage, dans l'ensemble des bâtiments, la production annuelle de phosphore est de 1600 kg ou moins en gestion solide. Vraiment la particularité. Je vous invite à consulter la fiche d'information à ce sujet qui est disponible sur le site web du programme, qui vous explique un peu plus en détail les choses. Ce qui est important de savoir aussi, c'est lorsque vous faites des projets, bien, vous pouvez superposer différents types. Je vous invite déjà avec un nouveau collègue, M. Jacques Desjardins, de la direction régionale de l'Outaouais. Jacques, ton micro. Fallait bien que je fasse ça. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. On va passer à travers des dépenses admissibles, mais je vous ferai remarquer que c'est pas l'absolu, donc il
il y a toujours possibilité de discuter, de voir qu'est-ce qui peut être admissible, dans le fond, parce qu'il faut répondre aux objectifs du programme. Donc, en gros, dans le fond, on parle de rigole de déviation, de gouttières et aménagements pour l'isolation hydraulique en amont du site, les brise-vents, qu'ils soient fixes ou mobiles, les clôtures incluant les barrières d'accès, qu'ils soient électriques, carrelées ou avec ou traverses de bois, euh, les planchers, les toitures de l'aire d'alimentation. Ici, c'est important, c'est l'aire d'alimentation euh, ou de l'aire de portance améliorée. Et dans le fond, c'est ça. Les canalisations d'eau jusqu'à l'abreuvoir. Donc, vraiment juste les tuyaux. Donc, le puits incluant la pompe lorsque le coût d'amener de l'eau dans le fond, par canalisation à partir du puits existant est plus élevé ou impossible, ou que le puits, dans le fond, n'est pas capable de répondre à la quantité d'eau nécessaire. Le nivellement, le drainage, les semences et les plantes spécifiques et les plants, pardon, spécifiques pour l'implantation de la bande végétative filtrante. Les équipements de captage et de distribution des eaux de ruissellement contaminées. Donc, on continue avec l'excavation, le nivellement, le captage, la mise en place de remblais en sol, les ouvrages d'entreposage étanches, toujours pour 1600 kg des entreprises qui produisent 1600 kg de phosphore en fumée solide, les chemins d'accès et le matériel pour l'amélioration de la portance. Donc, pour les dépenses non admissibles, dans le fond, c'est les infrastructures et les équipements de production usuels, donc tout le matériel de base pour la production, les mangeoires, les râteliers, les abreuvoirs elles-mêmes, même si la tuyauterie, elle va être admissible, la litière, tout ce qui est chorale, balance, cage de contention est inadmissible également, le drainage souterrain de la cour d'exercice, les abris à veau, les abris mobiles à veau, dans le fond, ne sont pas admissibles. Entrée et ligne électrique et système autonome. Plancher et toiture de l'aire de couchage. Donc, ça, ce n'est pas couvert, c'est vraiment seulement l'aire d'alimentation. Et autre chose non admissible, dans le fond, l'entreposage des eaux de lavage, dans le fond, contenant des déjections animales. Les déjections animales dont l'entreposage étanche est obligatoire selon le REA, dans le fond, dès qu'on dépasse les 1600 kg. Donc, ou liquide. Donc, après ça, déjections animales gérées en amas au champ. Donc, si l'entreprise gère déjà en amas au champ seulement, donc elle n'est pas admissible pour les ouvrages de stockage. Et dans le fond, tout ce qui est animaux morts et viande non comestible. Donc, je vous invite à contacter vos conseillers si vous avez des questions plus précises. Ça va nous faire plaisir de répondre. Un grand merci, Jacques. Est-ce qu'il y avait, s'il y a des questions à ce moment-ci, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, on poursuivrait avec Olivier Brassard de la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, donc bonjour. En fait, concernant les dépôts qu'on a besoin au moment du dépôt d'une demande d'aide financière, pour les différents types de projets qu'on voit à l'écran, infrastructure entreposée étanche, système de traitement ou aménagement équipement, ce qu'il nous faut, c'est un formulaire de demande d'aide financière, un diagnostic qui, soit dit en passant, peut être financé par le programme Service Conseil 2023-2028. Ensuite de ça, va avoir besoin d'une description détaillée du projet, d'un plan d'utilisation, de soumission détaillée ou d'équivalence indiquant des prix, puis les autorisations et les permis. Ensuite, si on parle d'infrastructure, entreposage étanche ou système de traitement, dans ce cas-là, on va avoir besoin d'un plan et devis. Puis, si on parle plutôt d'aménagement d'équipement, on va avoir besoin d'un devis d'opération. Ensuite de ça, une fois que la demande est déposée, complète, analysée, puis est acceptée, à la fin, on va avoir besoin, comme on peut voir à l'écran ici, formulaire de réclamation, facture, et tout dépendant du type de projet ici, on en voit deux, attestation de conformité des travaux et ou attestation de la mise en place des équipements et photos. Si on change. Au niveau de la sélection des demandes, ce qu'il faut savoir, c'est que le dépôt peut se faire jusqu'au 15 février 2026 ou jusqu'à l'épuisement des budgets
selon la première éventualité. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que toute demande d'aide financière complète va faire l'objet d'une analyse par des représentants du ministère. Ça inclut un petit peu tout ce qui a été présenté dans la diapositive précédente. Puis, qu'est-ce qui est analysé? En fait, l'analyse est basée sur les critères qui sont à l'écran. Ça veut dire on vient analyser la cohérence du projet par rapport aux objectifs du sous-volet et on vient aussi de la cohérence du projet par rapport aux recommandations du conseiller, vous, quand vous réalisez les documents pour les producteurs. Puis, au niveau de on regarde aussi la faisabilité technique et financière du projet. On s'accote à ça. Fait que ça ressemblera à ça pour moi. Donc, merci Olivier. J'invite Éric Lepage, conseiller en Gaspésie de la Madeleine. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Moi, je vais résumer là, un petit peu la partie diagnostic, qui, comme Olivier le disait, est admissible programme service conseil à 75 si je ne me trompe pas. Dans la partie diagnostic, on va retrouver une partie description de la production, une partie description des paramètres géophysiques, les paramètres de gestion, une analyse de la situation de l'entreprise. Puis on va terminer ça avec des recommandations. On va voir en détail dans les prochaines diapos chacune d'elles. OK. Dans la partie description de la production, qui est la section 4, ce qu'on voudrait, c'est la description du cheptel avec les quantités maximales annuelles d'animaux qui vont être sur le site. Une description des bâtiments, des aires d'élevage et structures d'entreposage. Si on donne un peu plus de détails là, à ce qu'on s'attend, les types de construction, c'est une étape froide, c'est une étape isolée, c'est un abri sur poteau, limite. Les équipements présents en termes de mangeoires, d'abreuvoirs, y a-t-il 1, 2, 3 abreuvoirs, où ils sont situés, et combien qu'il y a de mangeoires, c'est quel type de mangeoire. C'est quoi, à la limite, les dimensions des mangeoires pour savoir un peu comment d'animaux peuvent manger à la fois. Le type de sol, mettons, soit de la cour ou aussi des bâtiments. La superficie des bâtiments, la capacité des bâtiments, le type de gestion et la litière utilisée. Type de gestion, là, c'est-tu du plein tout vide? Y a-t-il des animaux tout le temps dans les bâtiments? Est-ce qu'ils servent juste au vaillage? Est-ce qu'ils servent à faire de la semi-finition? C'est quoi leur utilité? Les problématiques et défis observés sur les différents sites. Ça se peut qu'il y a des sites que ça aille bien, il faut le dire. Mais si on veut intervenir, c'est probablement parce qu'il y a des défis et des problématiques observées. Puis il faut bien les localiser pour qu'on soit capable de faire une bonne analyse. Au niveau de la section 5, on parle de la description des paramètres géophysiques. Ce qu'on aimerait, là, on peut l'écrire, mais comme le voir, là, c'est encore plus facile à comprendre. Ça fait qu'on aimerait beaucoup avoir des cartes de localisation, on va avoir des exemples plus loin. Puis dans la description aussi, là, on peut parler de distances séparatrices à respecter par rapport à des éléments, on va dire, on va appeler ça des défis ou des éléments naturels, comme des fossés, des cours d'eau. Aussi, il y a toute la protection des eaux, là, qui comprend les pluies de surface, qui a des distances à respecter, les prises d'eau municipales avec leurs aires de protection. Puis aussi, au niveau du zonage, il y a souvent des voisins, des immeubles protégés, des périmètres d'urbanisation. On ne voudrait pas implanter un projet là, qui ne respecterait pas là, un de ces critères-là. Moi, je. Aussi, Ah, ouais, c'est à mon dos. ouais, c'est ce qui. Ouais, Oui, je vous merci Eric, je vais t'introduire ça juste en attendant. Merci Eric, qui va revenir un petit peu plus tard pour d'autres présentations. Maintenant, voici Véronique Gagnon, de la direction régionale du Centre du Québec, qui va vous présenter vraiment des bons outils pour vous aider là, à préparer votre diagnostic. Puis, juste une chose, il y a des Bovie experts qui ont un problème, là, l'invitation. En tout cas, il y en a qui me textaient, qui sont plusieurs sur le lien. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Tu peux essayer de regarder David, Jocelyn, Bernard, puis tous sont sur comme un autre. Ils ont cliqué sur le lien, je viens d'y renvoyer, puis ça ne fonctionne pas. Là. Ben, il n'est pas capable d'assister à la rencontre. Là. Fait que moi, je vais vous présenter, dans le fond, les outils qui sont disponibles. Vous connaissez certainement InfoSol, puis ça peut être quelque chose qui peut être très utile pour aller faire les cartes, là, comme Eric parlait, des plans de localisation. Là-dessus, on est capable d'avoir le réseau hydrographique, les cours d'eau, puis ces choses-là. Aussi, les cartes pédologiques, les cartes de sol, les courbes de niveau. On peut faire des profils altimétriques pour voir c'est quoi les pentes du terrain, vraiment bien calculées, puis le visualiser. On a aussi accès à plusieurs photos aériennes, des outils de mesure, que ce soit pour la longueur ou les superficies. C'est aussi possible de créer des couches, fait que vous pourriez faire un peu vos croquis
ou vos plans de localisation sur InfoSol. On peut changer, s'il vous plaît? Ici, ça, c'est sur InfoSol. Je voulais vous montrer dans le fond. Excuse-moi, Véronique, Oui. juste pour résoudre le problème, là, si on va dans participants invités, on peut inviter Jocelyn Jacob. Là. Il m'a dit que mon lien ne fonctionne pas. Ils sont 11 dans le Teams. Je viens d'y retransférer l'invitation. Puis il dit qu'ils sont 11 dans ce Teams-là, dont Éric et Bernard. C'est ce qu'il m'a écrit. Il a essayé de m'appeler, puis j'y ai pas répondu. Là. OK, mais là, tu lui as renvoyé le lien pour la rencontre. L'invitation de David, oui. Il dit que ce lien-là ne fonctionne pas, qu'ils sont 11 dans ce Teams-là, puis fait que peut-être que c'est capable de les inviter. En tout cas, je ne sais pas trop, ça, je vous partageais l'information. Si vous avez des collègues qui veulent se connecter, que ça ne fonctionne pas, à partir à partir de la liste des participants dans Teams, vous pouvez inviter ou composer des numéros, donc mettre les adresses courriels des gens. Ils devraient pouvoir rejoindre le site. En tout cas, ça va être la bonne rencontre là, qui va être envoyée, c'est certain. Là, les outils hydrographiques pour faire le plan de localisation, dans le fond, sur InfoSol, j'ai encerclé, c'est quoi qu'il faut activer avec les yeux là, pour voir. Fait que les cours d'eau aménagés par le MAPAC ou aussi hydrographie, puis hydrographie des polygones, puis les lignes. Puis on voit un peu, là, ça, c'est un site qu'on avait fait il y a une couple d'années, qu'on voit les lignes bleues, puis on voit en bas à droite qu'on voit aussi là, les polygones plus gros que quand il y a des cours d'eau. Fait que dans les plans de localisation, ça dit d'indiquer il y a des bandes à respecter. Fait que là, on peut les voir là, puis vous pourrez les tracer par la suite là, pour voir qu'est-ce qui est considéré, en tout cas, potentiellement cours d'eau sur InfoSol. On en a quand même une bonne idée. C'est sûr, il faut toujours idéalement valider avec la MRC, voir si c'est un cours d'eau ou pas. Mais ça donne une bonne idée quand même. On peut changer. Les cartes de type de sol, là, ici, j'ai sorti selon le type de drainage aussi, puis les séries de sol pour aller voir avec les cartes pédologiques, mais il y a aussi les atlas là, qui nous donnent qu'on peut décrire là, chaque série de sol. Fait qu'on voit le texte ici, on active l'œil pour limite pédologique, puis j'ai encerclé aussi le petit étiquette. Il faut activer ça pour avoir l'écriture qui nous dit c'est quoi la série de sol. Puis pour avoir une idée un peu du type de drainage chez des sols qui gardent l'eau beaucoup ou pas, ben on active drainage du sol, puis avec la légende à gauche qu'on ouvre, puis ça apparaît les couleurs, puis on voit selon la couleur, si c'est un sol mal drainé ou pas. Fait que ça peut donner une idée. Ces outils-là, c'est pour voir, quand on veut choisir notre site, est-ce que c'est une bonne place pour faire un enclos d'hivernage? Dans le guide d'aménagement que je vais vous montrer une petite affaire tantôt, mais il dit justement, il faut avoir une bande végétative, un sol qui se draine bien, puis l'enclos, un sol qui se draine moins bien, pour pas que ça l'infiltre beaucoup à l'intérieur. C'est des choses qui peuvent nous aider à déterminer est-ce que c'est un bon choix ou pas, le site, quand on veut décider initialement où qu'on va aller faire nos aménagements. On peut changer. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, moi, je trouve, pour aller faire une visite initiale, c'est les outils d'élévation. Comme là, ici, j'ai activé les courbes de niveau. J'ai mis les 1 mètre. Les 1 mètre, on les voit partout, comme vous voyez dans la forêt. Quand on tombe dans les 50 cm et moins, c'est seulement les champs qui est assuré, qui est en culture, fait qu'on n'a pas tous les endroits. Fait que si vous voulez être sûr de tous les avoir, mettez les 1 mètre. Si c'est des champs très plats, il faut les mettre les plus rapprochés que ça. Puis les tracés d'écoulement aussi, que j'ai oublié dans le cercle en rouge, mais les petites lignes rouges, dans le fond, ça, c'est selon les cartes d'élévation, ils vont montrer c'est quoi les écoulements préférentiels. Fait que si on voit que ça se concentre tout à un endroit, on va se rendre compte que c'est peut-être pas un bon site. Le but d'un enclos d'hivernage ou une cour d'exercice, c'est d'avoir la bande végétative filtrante qui va filtrer justement en aval de notre enclos. Si c'est très concentré à un endroit, ça va faire quasiment un fossé à une place que ça n'aura pas une filtration optimale dans la bande végétative. Fait qu'on voit, on peut choisir un peu, si on voit que les écoulements sont diffus, qu'il y en a plusieurs lignes au lieu d'être toute une autoroute qui se rencontre à la même place, ça nous oriente un peu par rapport à ça. On peut changer. Puis qu'est-ce qui est super intéressant, ça c'est zoomé là, de la même carte que je montrais tantôt, c'est le site qui a été aménagé, mais j'ai fait un profil altimétrique. Fait que quand on va en haut à droite, on a les outils, puis on fait profil altimétrique que je n'ai pas encerclé le bon, je viens de me rendre compte. Là, c'est le deuxième à partir de la droite. Fait qu'on trace la ligne qu'on voit sur la photo aérienne, j'ai tracé ma ligne, ça me donne la longueur, puis quand je clique, produire le profil altimétrique, puis l'important, c'est de descendre dans le bas pour voir la pente. Parce que quand ça ouvre la fenêtre au début, vous ne voyez pas dans le bas la pente qui est calculée par le logiciel. Fait que si on voit vraiment le noir, c'est le terrain. Fait qu'on voit que la pente est plus faible un peu au début. Après ça, au bout complètement, ça descend plus rapidement. Fait que la pente, c'est la différence d'élévation entre le début de ma ligne et la fin, c'est 7,91 %. Puis la régression linéaire simple, la ligne rouge qui fait comme la moyenne de tout ça, c'est 7,58. Fait que ça donne une idée quand même, quand on coupe le terrain de côté, de quoi ça a l'air. Est-ce qu'on a une pente forte, après ça un plat, ou parce que juste avec les courbes de niveau, des fois,
ça devient peut-être difficile à le voir, mais là, moi, je le vois bien que les courbes sont plus rapprochées, donc la pente est plus forte. Puis au début, où que le site va être, ben, la pente est un peu moins forte. Oui, c'est des pentes quand même fortes, mais c'est à voir, le professionnel, je vais vous montrer juste un petit peu après, il y a une grille d'analyse du risque. C'est le professionnel, lorsqu'il regarde le site, qui fait la grille d'analyse du risque, voir le risque est élevé ou pas, mais ce n'est pas orienté. Ici, c'est le meilleur site, que tout le reste est super, qu'il y a une bonne bande végétative. Il y a des aménagements qui peuvent être faits pour réduire les risques. Oui, on dépasse les normes dans ce cas-là, mais sinon, le reste pour le site était super, fait qu'ils ont décidé d'aller de l'avant avec ce site-là. On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Puis, comme je disais, on peut créer des couches personnelles aussi. Quand on va dans l'arbre à gauche, là, on avait les couches, puis le deuxième, c'est les couches personnelles. Puis, vous cliquez sur « Ajouter une couche personnelle ». Fait que vous allez être capable de tracer, si vous voulez tracer votre site ou différents aménagements, vous pouvez faire plein de couches avec des couleurs. Fait que ça vous apparaît cette boîte-là à outils. Vous nommez votre couche, puis vous allez être capable de changer les styles. Fait que si vous voulez faire des croquis ou des plans, vous pouvez même utiliser ça, que je l'ai essayé la semaine passée. Ça fonctionnait quand même bien là, pour tracer des choses qui vont être à l'échelle, dans le fond. Parce que des fois, si vous prenez juste la photo aérienne puis mettez dans Paint, c'est peut-être pas la bonne grandeur nécessairement parce que vous n'avez pas les mesures. Mais avec InfoSol, avec ces couches-là, ça peut bien fonctionner, que ça peut être intéressant si vous êtes habile avec InfoSol. On peut changer. Puis depuis que tantôt je parlais, là, le guide d'aménagement alternatif en production bovine, c'est un incontournable pour bien comprendre comment ça fonctionne tout d'abord un enclos d'hivernage puis les différentes composantes. Si vous n'avez jamais lu ce guide-là ou survolé du moins ou jamais eu de formation, ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu les formations pour les concepteurs. Mais c'est important, si vous avez des plans à faire d'un enclos d'hivernage, d'aller lire ou du moins regarder une bonne partie de ça, qu'on présente vraiment bien comment le faire, les superficies qui sont requises pour les différentes composantes de l'enclos. Je parlais tantôt de la bande végétative filtrante, comment l'aménager, quelle superficie qu'elle doit avoir, quelle longueur minimale, les types de plantes qui sont là. Fait que les principes de base sont là-dedans. Puis ça peut être aussi utilisé si vous avez des aménagements à faire. Il y en a maintenant dans le ovin caprin qui veulent faire des enclos d'hivernage aussi. Puis une cour d'exercice, même dans le bovin laitier, le principe peut être quand même semblable pour la filtration des écoulements, les superficies, ces choses-là. C'est disponible sur AgriRéseau. Puis la diapo d'après, je vous présente à la fin, dans les annexes de ce guide-là, il y a une grille d'analyse du risque que là, je vous ai montré juste la première page. Là. Il y a plusieurs pages, mais dans le fond, c'est pour voir les différentes composantes, les différents facteurs dans le choix du site, dans le fond. Je parlais tantôt de quand on regarde la pente, on regarde le type de drainage, le type de sol, qu'on va faire les pointages pour voir est-ce que notre site fait du sens ou si on tombe avec un pointage super élevé, toujours dans le rouge, puis que là, on pète des scores, excusez le terme, mais ça va super élevé, on voit, ça va nous faire ressortir, dans le fond, s'il y a des choses qui sont très à risque, ou il y a des choses aussi, comme ça le dit, site non acceptable du point de vue réglementaire. Quand c'est écrit en rouge, c'est surtout par rapport aux puits puis aux cours d'eau, c'est qu'on ne peut vraiment pas faire le site à cet endroit-là. Fait que quand vous passez, vous faites cette grille-là, je vous recommande fortement de le faire pour vraiment bien orienter vos décisions. Puis c'est vous, en tant que professionnel, quand vous faites les plans, qui allez déterminer est-ce que oui ou non, finalement, c'est un bon site à choisir. Mais au moins, avec cette grille-là, vous allez voir c'est quoi qui est à risque à cet endroit-là. Puis est-ce que vous jugez qu'on est capable de comme régler un peu le problème, comme le site de tantôt que je vous montrais, la pente est plus forte que ce qui est recommandé, mais on met une bande végétative plus longue et plus grande aussi, la longueur d'écoulement plus longue, puis la plus grande en superficie. On a recommandé d'aller mettre du foin à l'automne, qui le foin, il va le faucher moins dans le fond, fait qu'il faut qu'il soit plus long à l'automne que la norme, dans le fond. Fait que, on met des facteurs peut-être de risque, peut avoir peut-être des bermes pour ralentir l'eau. On met des choses pour réduire le risque parce qu'on a déterminé avec la grille que oui, il y avait un risque à cet endroit-là, mais versus tous les autres sites qu'il y avait ailleurs potentiels avec ces champs, c'était le meilleur site, cet endroit-là. Fait qu'il faut mettre les mesures d'atténuation du risque. Fait que c'est tout. Je pense que ça fait le tour pour moi, là. Oui, merci Véronique. Puis, dans le fond, ce qui est fun de ce guide-là, tu me corrigeras si je me trompe, mais on peut aussi l'utiliser quand vient le temps de faire le diagnostic. Là, on le voit beaucoup pour la préparation de sur projet, mais cette grille-là, par exemple, peut être très bien utilisée si on veut évaluer la situation actuelle de l'entreprise. C'est tout aussi applicable. On poursuit rapidement avec d'autres sections là, du diagnostic, dont les paramètres de gestion. Très simplement, là, à ce moment-ci dans le diagnostic, qu'on cherche à savoir, c'est comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne l'entreprise en ce moment? C'est quoi les animaux? On l'a déjà décrit chez Cheptel, mais quels animaux sont dans quelle zone? Qui va dehors? C'est quoi les durées de séjour?
c'est quoi le type de litière, par exemple? Est-ce que c'est une gestion solide ou liquide? En fait, décrivez comment fonctionne l'entreprise à ce moment-là. Puis c'est valable, en fait, autant sur les aires extérieures que les structures d'entreposage ou les bâtiments en structure d'entreposage. Combien de vidanges par année? C'est quoi la capacité d'entreposage? Ce genre d'informations utiles qu'on cherche, nous, à avoir, mais qu'un conseiller peut aussi vouloir pour dresser un portrait global de l'entreprise. Ensuite, analyse de la situation de l'entreprise. Ben, c'est principalement là, une liste de cases à cocher pour amener à proposer un diagnostic et cibler des recommandations futures. Ne pas oublier de remplir les cases qui amènent des précisions, puis n'hésitez pas à mettre du texte de plus. Lorsqu'on a monté ce formulaire-là, on s'est creusé la tête, on a essayé de mettre beaucoup plus de situations, mais c'est certain qu'on en a oublié, donc ne pas hésiter là, à décrire ou en ajouter là, si c'est applicable pour vous. Donc, on a Eric qui voulait nous proposer un petit diagnostic. Oui, ben, c'est ça. Moi, je voulais revenir un peu sur les croquis. On en a parlé un peu tantôt. On disait on peut l'écrire, mais le voir, des fois, ça donne une autre perspective là, aux analystes. Là, moi, je pense qu'on serait capable de faire des croquis avec les constats, la description des améliorations souhaitables. Notamment, on peut parler de reprofilage du terrain, de nivellement quand il y a des problèmes. D'un site, là, le printemps et l'automne, on a souvent des problèmes de portance. Il risque d'avoir quand même de l'intérêt là, pour améliorer la portance au niveau des sites, toute la gestion de l'écoulement. Le confort et la propreté des animaux, ça prend de plus en plus d'importance. Puis même si on regarde les animaux dehors, il faut qu'ils soient bien. Puis c'est ça, gérer là, l'alimentation puis l'abreuvement. J'ai fait des petits croquis, on va les montrer. Mes défis, regardez, je ne suis pas particulièrement bon avec Infosol. Je n'ai pas une super maîtrise d'Infosol, une maîtrise bien ordinaire. Je n'aurais probablement à apprendre et il y a plein de possibilités. Ça fait que je dois utiliser des outils gratuits, mettons Infosol. C'est ça. Je n'ai pas de logiciel de géomatique. Je ne suis pas un spécialiste en géomatique. Ça fait que j'ai utilisé des cartes publiques retrouvées avec Infosol. Puis le dessin, je l'ai fait avec Word. Quelqu'un pourrait être plus à l'aise avec Paint. Mais ça pour dire qu'on ne veut pas une carte là, réalisée par un expert, mais ce qu'on veut, on aimerait savoir un petit visuel pour nous aider à localiser. Ici, mettons, c'est une carte là, à une échelle plus grande pour permettre de comprendre l'environnement de la ferme, où le rouge, le carré rouge, c'est le site qui sera conformé. Il y a comme le chemin d'accès là, vers le site en brun. La ligne jaune où c'est pas un périmètre d'urbanisation, on n'est pas dans le périmètre d'urbanisation, mais c'est comme des habitations. Après ça, il y a le ruisseau qu'on peut voir à gauche, là, en bleu. Les plans d'eau en avant, puis les lignes bleues, ça se trouve être les fossés, là, puis j'ai identifié les routes. Mais là, ça pour dire qu'on a une perspective plus large, là, du site. Après ça, on va aller là, en focusant un peu plus. Ici, là, je suis à une échelle 1 pour 1500 à peu près. J'ai pris le site dans son ensemble. J'ai identifié les zones. Ici, on a un site qui comprend 2 zones d'élevage, une zone là, en bleu d'une quarantaine de vaches, puis une zone en jaune d'environ 25 vaches. Il y a 2 abris sur poteau qui étaient déjà là. Par contre, des sites, à force d'être nettoyés, c'est des sites qui sont existants là, depuis peut-être 15, 20 ans, 25 ans, à force de ramasser le fumier, il s'est fait des dépressions, puis il n'y a plus de pente. Ça fait qu'on a des problèmes de portance au printemps, les ice packs dégèlent vite, puis quand c'est dégelé, il y a beaucoup d'eau sur les sites. J'ai identifié ça avec les zones en rouge, zones d'accumulation de liquide. C'est ça. Puis après ça, j'ai fait des flèches pour indiquer à l'analyste le sens de la pente. Des fois, on peut le voir avec les courbes de niveau. Mettre vraiment là, mettre des flèches, c'est encore plus facile à saisir. Puis sinon, j'ai ajouté des flèches rouges là, avec les principales lignes de ruissellement là, qu'on voit sur le site. Ça. Merci, Eric.
on termine avec la dernière section du diagnostic qui se retrouve à être les recommandations. Donc, un peu comme tout à l'heure pour l'analyse de la situation, on a mis beaucoup d'idées de recommandations possibles, que ce soit pour les bâtiments, les aires d'élevage extérieur ou les structures d'entreposage. Vous pouvez, puis en fait, c'est très normal que vous ayez des recommandations différentes, que vous ayez d'autres idées. N'hésitez pas là, à les mettre en bas. Donner des détails parce que c'est là, ça c'est un petit point, je vous rappelle au début, Olivier vous a mentionné, cohérence du projet avec les recommandations du conseiller. C'est la section qu'on regarde le plus au niveau de l'analyse. Donc, mettez du détail, décrivez la justification, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place ces recommandations-là. L'ajout d'un croquis, comme Eric vient de présenter, va grandement aider la compréhension de la recommandation. Donc, ça aussi, c'est un gros plus. C'est ce qui termine en fait notre bloc sur le programme Service Conseil. Je vous rappelle qu'il est finançable via le programme Service Conseil. Nathalie vous a mis dans le clavardage là, un tableau qui explique les paramètres financiers à cet effet-là. Est-ce qu'il y avait des questions sur le diagnostic qui se trouve finalement être une photo de l'entreprise en rapport de la situation actuelle avant projet de l'entreprise? On va poursuivre donc avec la description détaillée. Oui, M. Doré. Moi, j'ai manqué pour ma part une partie de la présentation. Là, je ne sais pas, j'étais dans une autre salle. Est-ce que moi, je me suis joint quand Mme Gagnon parlait plus à son niveau? Est-ce que j'ai manqué beaucoup d'informations? Ouais, la présentation va être disponible en revisionnement si vous voulez. Oui, je n'aimerais pas vous dire que c'était pas important. C'est comme un prof qui vous dit c'est grave si je ne viens pas à mon cours, ben nous, on le pense que oui. Mais ça dépend de votre niveau et de votre présence là, avec le programme. Je vous inviterai là, à revisionner. S'il y a quoi que ce soit, sinon vous pouvez nous recontacter là, via Véronique. Ça va nous faire plaisir là, de rééchanger avec vous. Le PowerPoint et la présentation enregistrée vont être disponibles. Donc, si vous ne voulez pas nous réécouter, vous allez pouvoir au moins nous lire. OK, merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, la description détaillée du programme Primevert, le formulaire est disponible sur le site web du MAPAC. On va aborder en fait la description et le type de projet, la planification du projet et les documents techniques, qui est vraiment le nœud de la guerre aujourd'hui. Vous présentez les différents documents techniques. Je vous rappelle, puis ça vaut pour le diagnostic, mais c'est également vrai pour la description détaillée du projet. Vérifiez la date du formulaire, que vous ayez toujours la date en ligne. Je sais, on a le réflexe, on l'enregistre dans notre ordinateur, puis à chaque nouveau projet, on va repartir du projet parce qu'on a des sections pré-remplies. Merci de valider sur le site web que vous avez quand même la version la plus à jour du programme. On ne les modifie pas souvent. Je dirais qu'on le fait une seule fois à date, puis on n'a pas l'intention de le modifier là, très souvent, mais petit truc là, pour faciliter l'analyse. Sinon, surtout s'il y a des nouvelles questions ou des nouvelles spécifications qui sont demandées, vous allez recevoir une demande d'information de l'équipe du MAPAC pour compléter là, les sections qui n'auraient pas été complétées au dépôt. C'est des petits délais qui retardent un peu l'analyse des dossiers. C'est pour vous et pour nous là, que c'est beaucoup plus facile. Au niveau de la description et du type de projet, bon, c'est quoi la raison d'être du projet? Donc, c'est des cases à cocher, c'est très simple. Où est-ce que les déjections animales visées par le projet? Parce que je vous rappelle, on est en gestion des matières résiduelles, on est en gestion des déjections animales ici. Donc, est-ce que c'est des déjections qui sont dans une cour d'exercice ou qui sont dans un bâtiment? Si elles sont déjà dans une structure d'entreposage étanche, on considère qu'il n'y a pas de problème en termes de gestion pour Primevert. Par contre, là, je fais un retour au diagnostic, ça se peut très clairement que votre conseiller vous ait dit qu'il y avait des modifications à apporter à votre structure d'entreposage. Primevert n'offre pas de soutien financier à ce stade-là, mais vous pourriez quand même alors avoir des modifications à apporter de votre côté. Au niveau des types de projets admissibles, bon, c'est les mêmes que tout à l'heure.
c'est une ou des cases à cocher. Donc, vous pourriez avoir là, des mix de type de projet. Ensuite, vous avez décrire la solution implantée. Donc, la solution que vous choisissez d'implanter au niveau de la description détaillée, ben, on va valider que cette solution-là fit avec la recommandation du diagnostic. Donc, vraiment important de mettre du texte, de bien l'expliquer. C'est ce qui va vraiment nous aider. Vous allez avoir l'occasion de déposer aussi en annexe. Il y a des pages pour déposer des croquis, des dessins. N'hésitez pas, là, si pour vous, c'est plus facile de s'exprimer par ce moyen-là. Ça peut facilement aider la compréhension de notre côté. Puis ensuite, vous avez une série de questions pour vérifier l'admissibilité du projet, principalement pour les projets de type 4, mais ça va vous aider aussi à déterminer, là, en fait, c'est ça, à déterminer l'admissibilité du projet. Ensuite, on arrive avec la planification du projet. Une section sur les autorisations, les permis, les avis requis. Est-ce que c'est une autorisation ministérielle? C'est une déclaration de conformité? Vous avez uniquement besoin d'une dérogation mineure avec la municipalité ou juste un plan de construction? Ou possiblement, vous aviez besoin d'aucun document? Bien, il y a la case exemption. C'est vraiment important de cocher et de la compléter. Cette section-là de la description détaillée est vraiment vérifiée au niveau de l'analyse. Donc, s'il n'y a rien de coché, on va devoir retourner le formulaire avec une demande d'information. Au niveau du calendrier, la section suivante, c'est quoi les grandes étapes du projet? L'excavation à l'été, mise en place du matériel à portance en octobre, puis installation des équipements en novembre. Exemple de description que vous pourriez fournir. Puis ensuite, les distances préparatrices liées aux odeurs, ça se vérifier avec la municipalité en quelque sorte si vous êtes correct au niveau des maisons voisines, périmètre urbain ou immeubles protégés. Réseau hydrique de surface, la distance d'un cours d'eau, les fameux cours d'eau verbalisés ou non verbalisés, les fossés, les sites de prélèvement d'eau également, que ce soit pour soit pour la production animale, soit pour des maisons d'habitation, soit maisons propriétaires, mais également les maisons voisines. Vérifier aussi auprès de la municipalité ou de la MRC si dans le secteur, il n'y a pas des sites de prélèvement pour le village ou la ville dans ce coin-là. Au niveau des documents techniques, c'est mon collègue Éric là, qui va poursuivre. OK. Dans le fond, comme document technique, on va demander une carte de localisation, des plans et devis. Tout ce qui n'est pas, mettons, fosse ou bâtiment avec toit, toiture et fondation, là, c'est pas obligé d'être fait par un ingénieur. Ça peut être fait sous forme de croquis là, par un professionnel. On va demander des schémas d'aménagement et un devis d'opération. Au niveau des documents techniques, on voudrait une carte de localisation qui va comprendre le zonage, la zone, les bâtiments d'élevage, les structures d'entreposage présentes, l'équipement d'évacuation, la cour d'exercice, les aires d'accumulation de fumier, les sources de prélèvement caractérisées ou non, avec les aires de protection immédiate, la catégorie 1, 2 ou 3, selon le fait que c'est une prise d'eau municipale ou un simple puits d'une habitation individuelle. Les courbes de niveau, le réseau hydrographique de la ferme est en périphérie, avec une bande de 15 mètres de chaque côté ou autour d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide. C'est la bande respectée là, au sens du RA. Le réseau routier, s'il y a des contraintes d'accès au site, exemple des ponceaux, l'établissement a un usage particulier. Je sais pas, moi, j'ai vu à un moment donné, là, pas loin d'un site potentiel, un cimetière. Mais ça, c'est protégé. Ça fait que ça, on s'est éloigné. Présence de rocs, parcelles en culture et pâturage. Je vous ai fait un exemple de carte de localisation. On aimerait avoir sur les cartes là, les informations suivantes. La municipalité, le rang, le lot, le matricule, que si on a des recherches à faire, on puisse localiser facilement pour aller là, regarder sur d'autres outils comme sur les matrices là, des MRC ou bien sur le logiciel InfoSol. Il faudrait situer le projet là, sur une ou quelques cartes avec des échelles suffisamment grandes là, pour qu'on ait une perspective de l'environnement du site. Identifier les points les plus sensibles situés dans un rayon assez rapproché du site.
500 mètres, c'est un bon gauge, et pouvant avoir un impact potentiel sur le projet ou mentionner que ceux-ci ne sont pas contraignants. Comme points là, qui peuvent être représentés des défis, on peut parler des cours d'eau, des fossés, des puits, des prises d'eau municipales, des voisins, des zonages municipaux, un périmètre d'urbanisation, des immeubles protégés, etc. On peut aussi montrer la topographie du site. On peut utiliser les courbes de niveau d'infosol, faire un profil altimétrique comme Véronique montrait tantôt, bien décrire le sens de la pente. Eric, si tu permets, vous Oui. n'êtes pas obligé de tout mettre ça sur une carte. Vous pouvez non. nous faire plusieurs cartes pour illustrer tout ça. Ça va être plus facile pour vous pour dessiner. Puis je vous confirme qu'on va vraiment mieux comprendre ce que vous voulez illustrer là, s'il y a des cartes dédiées. Il va y avoir des petits exemples. Là. Ça ici, c'est le plan de zonage que j'ai retrouvé sur le site d'une municipalité. C'est pas moi qui ai fait ça. Puis c'est le fun parce que ça indique les aires de protection d'eau potable. Vous voyez ici, on avait un site probable. On a ici des lignes d'Hydro-Québec. On a le site avec l'aire de protection immédiate, puis l'aire de protection là, intermédiaire. Puis on peut voir qu'on est en zone verte. Vous voyez, là, si je suis juste revenir, je parlais d'un cimetière, là. Vous voyez, on avait pensé faire un site ici au début, c'était plus près de la ferme, mais ce qui est là, c'est le cimetière. Vous voyez que c'est pas dans la zone verte. Ça fait que, pour pouvoir consulter cette carte-là, là, ça aurait été plus difficile à déceler. Et tu peux changer de la mine. Ici, c'est le même endroit, mais avec un zoom un peu plus rapproché. On est dans les environs d'un 2500. On voit la localisation potentielle du site, la route ici. On a un voisin qui est sur ce lot-là, avec la localisation potentielle du puits. Ici, on a toutes les courbes de niveau. On voit que c'est en descendant de même. Puis les rouges, là, on est capable de sortir ça là, avec Infosol, c'est les tracés d'écoulement. Ça fait qu'on voit qu'on a quand même une bonne pente. Mais ce qui nous donne une chance, c'est qu'on est loin du ruisseau. Si on regarde par rapport à l'échelle, là, on est à peu près à 250 mètres. Là. Puis, juste un petit truc, là, on dit que des fois, c'est pénible d'écrire sur les cartes, là. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la carte à la grandeur de la page. Là. Vous pouvez vous garder une zone d'écriture là, pour décrire le projet un peu comme ici. Ça, c'est un projet de 50 vaches-veaux. On faisait à peu près 100 mètres carrés par vache-veau. Ici, j'avais mis le nom de la municipalité avec les numéros de l'eau, puis la légende là, de dessin sur le site. Ici, on a un exemple de profil altimétrique. On voit les distances en bas entre le ruisseau Bastien, puis le début de mon profil là, qui était la route. Ici, j'avais identifié un fossé à construire pour isoler le site hydrauliquement. J'ai le site qui est dans une zone quand même assez pentue. Il y aurait probablement du terrassement à faire. Puis étant donné là, la pente importante, on a analysé l'importance d'ajouter quelques riz-bermes pour ralentir l'eau avant le ruisseau. On voit qu'il y a quand même un plat avant d'arriver au ruisseau. Puis le ruisseau est assez loin, là, on parle de plus de 300 mètres. Mais c'est ça, il y a lieu de prendre des précautions pareilles, étant donné la nature du site là, qui est assez pentu. Non, c'est pas à moi, ça, je pense. Oui, c'est ça. On ne va pas aller en détail beaucoup sur les plans de devis. C'est les plans de devis scellés par un ingénieur pour les projets qui comprennent des infrastructures, structures d'entreposage étanches ou systèmes de traitement. Si vous avez des questions à savoir si le projet que vous comptez soumettre nécessite un ingénieur, n'hésitez pas à vous référer à vos conseillers, à vos accompagnateurs sectoriels. Ils sont outillés pour vous aider à le déterminer. S'ils ont de la difficulté avec ça, ils vont nous contacter. Là. Assurément, ça va nous faire plaisir là, de clarifier la situation. David, juste un petit commentaire là-dessus. Oui. Tu sais, des fois, là, comme pour les abris Arnois ou Coverall, là, ça va arriver qu'on va recevoir un croquis avec les dimensions du site, de l'abri. Un croquis détaillé, mais avec les dimensions. Mais juste dire, c'est pas un plan de vie, ça. Ça prend vraiment le plan de vie scellé là, par l'entreprise qui fabrique l'abri. Merci.
On passe ensuite au schéma d'aménagement qui n'est pas listé directement tel quel là, dans la description détaillée. Là. Vous avez vraiment carte de localisation, plan de devis et devis d'opération. Un devis d'opération va souvent s'accompagner d'un schéma d'aménagement pour comprendre. Donc, j'invite ma collègue Chloé Boucher-Ravenhorst de l'Estrie à venir vous présenter là, cette suite. Oui, bonjour. Donc, un schéma d'aménagement, comme disait David, c'est assez important quand on veut accompagner avec du texte qui décrit le projet là, pour bien comprendre le projet qui va être mis de l'avant. Habituellement, ça va être une vue en plan, mais j'ai beaucoup aimé, Éric, ce que tu présentais, d'avoir une vue de profil aussi de l'aménagement de l'enclos ou de la cour d'exercice. Donc, les éléments qu'on voudrait retrouver, qu'on peut retrouver, c'est par exemple une rigole d'interception lorsque nécessaire, chemin d'accès, des abreuvoirs brise-vent, toutes les superficies puis la localisation des aires à portance améliorée, des aires d'alimentation, des aires de couchage, l'enclos en tant que tel, puis la bande végétative filtrante. On peut aussi retrouver là, les distances des cours d'eau, fossés, milieux humides, puis que vous avez déjà localisés sur d'autres cartes, mais de les avoir comme ça permet de voir là, est-ce qu'on respecte dans le fond les distances réglementaires du futur aménagement, mais aussi les distances qui sont des bonnes pratiques là, au niveau de la gestion de risque là, des contaminations. Également, la topographie et les écoulements de surface, c'est des éléments qui sont intéressants à voir. C'est sûr que quand la carte devient très chargée, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut mettre comme élément. Je pense que j'ai un exemple à la prochaine diapo. Donc, ça, c'est le projet que Éric présentait un peu plus tôt, qui a localisé avec une carte à une grande échelle. On a localisé encore là le projet à une plus petite échelle et maintenant, on arrive pour représenter les aménagements qui vont se faire sur ce site-là. On voit très bien qu'il y a en bleu la rigole, le fossé d'interception en amont pour faire l'isolement hydraulique du site et les différents éléments là, de l'enclos, l'air à portance améliorée. Je pense que j'ai même un autre schéma plus précis encore. Oui, on peut retourner, je vais en reparler un peu plus en détail. Ce qui est intéressant aussi, c'est les distances séparatrices avec les éléments là, réglementaires, là, le fossé, la limite du puits du voisin. Et ce qu'on voit bien, c'est les mesures qui sont mises en place également là, pour augmenter un peu l'efficacité du site. Là. Les bermes pour ralentir la vitesse d'écoulement et la bande végétative filtrante. On peut continuer sur l'autre diapositive. Et là, on a vraiment une vue encore plus rapprochée pour avoir vraiment un fin détail là, de l'aménagement avec les différentes zones d'utilisation de l'enclos, soit l'air à portance améliorée, l'air de couchage, l'aire d'alimentation couverte, le chemin d'accès. Donc, on est capable de comprendre que potentiellement l'accès va se faire par le haut et que l'alimentation va pouvoir se faire comme ça. Les brise-vents mobiles, donner une idée générale du sens du vent aussi, ça peut aider, mais on comprend que ceux-ci peuvent être déplacés. Ça va être tout pour cette diapo-là. Merci, Chloé. On a Véronique qui... vous êtes de nombreux conseillers, on est de nombreux conseillers au MAPAC et on a tous aussi notre façon de monter ce que représente un bon projet. Donc, Véronique vous présente aussi là, une autre approche là, au niveau du visuel que vous pouvez avoir. Ça, c'est un croquis que j'avais fait l'année dernière avec un Bovie expert et ma collègue Joanne Tessier au Centre du Québec. Dans le fond, moi, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, notre région, c'est d'aller faire les visites comme préliminaires, aller voir avec les producteurs c'est quoi leur projet, puis voir avec eux est-ce que ça passe dans le programme, qu'est-ce qui serait admissible, puis avoir une idée un peu du design qui pourrait fonctionner. Fait que c'est sûr, c'est pas un plan AutoCAD d'ingénieur, mais c'était pour donner une idée un peu de comment visualiser. Puis ensuite, on avait envoyé ça à l'ingénieur qui faisait les plans.
Fait que je mettais, j'avais ma légende à droite sur un logiciel de géomatique, là, QGIS, très standard. Mais lui, c'était 2 groupes, puis j'ai mis en vert plein. Là, c'est une mangeoire longitudinale, on voyait le béton qui était le vert, le rouge qui est l'air d'alimentation. Puis je voyais mes 2 groupes, puis les nombres qu'on voit écrits en jaune, c'est les superficies en mètres carrés. Fait que ça m'aide à déterminer, dans le fond, est-ce que ça fit, dans le fond, selon les superficies que j'ai besoin, d'un 100 ou 120 mètres carrés, je ne me souviens pas par vache que j'avais mis. J'avais écrit dans le haut, justement, là, 44 vaches-veaux séparés en 2 groupes. Qu'on voit le vert pâle, c'est ma bande végétative filtrante. Fait que je voyais où que ça allait pouvoir être filtré. On voit le chemin d'accès. Fait que c'est un plan de localisation standard qu'on voit sont où les aménagements, comment que les animaux vont se déplacer, puis voir comment que ça peut fonctionner dans le fond. Là. On peut changer de diapo. Puis après ça, j'avais mis ça parce qu'il y avait un enjeu un peu là, de le sens des écoulements qu'on voyait dans le haut à gauche, que ça penchait vers notre chemin d'accès. Fait que c'est pour ça qu'on a comme modifié le design justement aussi en validant avec les tracés d'écoulement, on peut voir justement est-ce que ça va être filtré par notre bande végétative filtrante, là, la partie qui va être en foin, qui est en vert. C'est important, là, la clôture, là, elle va être où qu'il y a le mauve, là, le fuchsia. Ça, c'est la fin de l'enclos, mais tout le vert pâle, ça, c'est la bande de foin. Fait que là, je peux voir que la grande partie va aller dans la bande végétative filtrante, que c'est le cas que je montrais tantôt avec les pentes de 7 là, fait qu'on voit vraiment que les écoulements sont quand même dispersés. Il y en a un peu partout. Il y a une place, il fallait fermer. Là, il y avait un petit fossé dans le bas, mais il y avait du nivellement à faire, oui, mais de façon générale, c'est quand même pas catastrophique. Fait que moi, je me valide un peu, là, voir avec les tracés d'écoulement, est-ce que ça fait du sens, notre design? Puis le producteur, il a fait là, son enclos. Là, il manquait juste le béton à finir cette année. Là, puis il l'a utilisé l'hiver passé, justement. C'était dans l'ancien programme Prime Vert, ce projet-là qui avait été fait. Là. On peut passer au suivant. Et ça, c'est un cas que j'avais fait les plans, des vrais plans, là, style AutoCAD, là, en 2020. Le producteur, il a repoussé toujours son projet. Fait que là, je l'avais comme modifié un petit peu. Il l'a fait cette année finale. Fait que là, j'avais juste pris le logiciel de géomatique pour remodifier ce producteur dans le temps. C'était un cas standard, comme on voit dans le guide, avec des aires à portance améliorée béton qui allait mettre ses mangeoires râteliers dessus, ensuite déplacer ses râteliers dans le reste de l'enclos. Et là, quand il a entendu parler des mangeoires longitudinales qui commencent à se faire un peu dans notre région, bien, là, il voulait modifier pour ça. Fait que j'avais juste modifié rapidement son plan qu'on voit, l'orange. J'avais mis 2 superficies différentes. Là, orange pâle qui est 100 mètres carrés par vache-veau, orange foncé qui est le 120. On voit sa bande végétative filtrante. C'est la raison pour laquelle ça passe pas un rectangle, la bande végétative filtrante, c'est que j'ai été vraiment selon les courbes de niveau et aussi les tracés d'écoulement, mais voir vraiment logiquement, réalistiquement dans comment que ça va, c'est où que ça va aller, dans le fond, le jus qui va sortir de l'enclos, il va couler par où, là. Puis j'avais en jaune, c'est l'aire de couchage en sable. J'ai mis ma petite légende à côté. Puis là, j'ai mis les grandeurs en pied. C'était juste pour donner une idée là, pour voir est-ce que ça fitait dans le champ, de quoi ça avait de l'air, comment on pouvait placer ça. Puis j'avais mis la légende. Fait que c'est quelque chose de très simple que pas mal tout le monde est capable de faire sans être des plans formels d'ingénieurs. On parlait tantôt d'infrastructure, mais un plan comme ça, qu'il y a juste une dalle de béton, c'est pas considéré une infrastructure. Fait que ça peut être juste un conseiller qui le fait. Quelqu'un qui est habilité à faire des plans pour ça. C'est pas obligé d'être un ingénieur qui va signer ces plans-là. Là. On peut passer au suivant. J'ai mis des photos, je crois. Oui, ça, c'est ce site-là qui a été réalisé à l'automne 2023. Et ça, c'est quand j'étais allée il y a quelques semaines qu'on voit en vrai ça a l'air de quoi. Puis je venais de passer la journée avec ma collègue Joanne Tessier, que je disais tantôt, production animale, Centre du Québec. Puis qu'on avait vu des cas qui voulaient justement améliorer leur site existant ou créer des sites existants. Puis c'était pas tout beau, disons, fin avril. Puis là, ici, ça, c'est le site qui avait été aménagé, qu'on voit là, la partie, il avait mis un 12 pieds de béton pour où sont les animaux. Ensuite, il a mis un genre de gravier du MG20. Il en manquait un peu, c'est pour ça qu'on voit que c'est un petit peu plus humide le long du béton. Il fallait qu'il en rajoute. Mais les animaux, là, vous voyez, sont tous propres. Il y avait une bonne partie qui était couchée. Il était bien, il était confortable. Puis la première photo en haut à gauche, qu'on voit le pâle, mais c'est son sable qui n'avait même pas eu besoin de donner accès pour que les animaux se couchent dedans. Vous voyez qu'ils sont dans le reste de l'enclos qui était super bien. Fait que moi, je trouve ça le fun justement de faire le suivi. Là, c'était les plans que j'ai montrés. Là, qu'est-ce que ça a eu de l'air. Puis on voit le chemin d'accès sur la photo à droite, qui a un fossé d'interception. Il y en a un en haut aussi, là, mais le fossé, pour se vider, il descend le long du chemin. Il y a sa mangeoire longitudinale. Toutes les composantes sont là. Puis les animaux, ça allait bien. Fait que ça fait le tour, je pense, de ce que je voulais vous présenter. Là. Merci, Véronique. Le devis d'opération, je crois que c'est Chloé qui voulait venir en discuter avec vous. Oui, effectivement. Donc, le devis d'opération, qu'est-ce que c'est?
C'est un document, dans le fond, qui permet aux conseillers et aux producteurs de faire le tour de tous les éléments là, qui peuvent être inclus dans la gestion d'une cour d'exercice. C'est un peu comme le manuel d'instruction de l'aménagement. Puis ça donne les grandes lignes de comment l'opérer pour que ce soit efficace autant au niveau du travail, optimal au niveau du confort puis du déplacement des animaux et afin de s'assurer, dans le fond, que les objectifs de réduction des risques de contamination par les fumiers là, soient atteints. Parce qu'on s'entend là, souvent, ce qui manque ou quand il y a des problématiques, c'est vraiment au niveau de la gestion de ce type d'aménagement-là là, que ça peut devenir problématique. Fait, comment on va opérationnaliser, dans le fond, notre système. Puis, ça permet, dans le fond, de prévoir certaines problématiques. Puis, c'est aussi un document de travail là, pour faire un suivi avec le producteur pour des futures améliorations. Là. Donc, les éléments qu'on veut retrouver, c'est la gestion de l'enclos même. Là. Donc, les types d'enclos, comment on va gérer les équipements, comment se fait l'isolement hydraulique, est-ce qu'il est bien fait. On va regarder la gestion des animaux, donc la date d'entrée, de sortie des différentes sections de l'enclos, durée, période de séjour, les veillages, où vont-ils se faire, quand est-ce qu'ils vont se faire, les déplacements des différents groupes d'animaux. Autre élément très important, c'est la gestion de fumier, parce que c'est vraiment là qu'on peut avoir des problématiques importantes. C'est quoi la litière qui est utilisée, la quantité, la fréquence des écurages, des différentes composantes. Si on a une aire d'alimentation couverte, il va falloir peut-être écurer plus souvent parce que les animaux vont être là plus longtemps. Tandis que si on a un type de gestion avec une glacière, là, on va falloir déplacer les mangeoires puis s'assurer d'avoir une glacière qui va être bien utilisée. L'entreposage du fumier, où on va mettre notre tas dans l'enclos, dans la cour d'exercice, si on écure. Là. Ça, c'est souvent une problématique qu'on voit dans plusieurs sites. C'est que le tas n'est pas bien positionné, donc ça fait en sorte qu'on a des problématiques d'accumulation d'eau et de fumier liquide en amont de ces tas-là. Puis c'est souvent des endroits où les animaux vont aller caler. L'épandage. Après ça, on va regarder, entre autres, la gestion de l'alimentation, le type d'alimentation qui est utilisé. Des fois, s'il y a beaucoup de refus, là, on n'a pas besoin de mettre autant de litière non plus. Là. Donc, le type de mangeoire aussi va avoir un impact là, sur la gestion après ça là, de litière. Là. Et dernièrement, la gestion de la bande végétative filtrante. S'il y en a une dans le cas d'un enclos d'hivernement, donc tout ce qui touche l'ensemencement, la récolte, la hauteur désirée à l'automne, la rénovation de celle-ci. Est-ce que si on fait pâturer les animaux, par exemple, de choisir des périodes propices là, pour permettre d'avoir une bonne hauteur à la fin de l'automne pour qu'elle soit prête à faire son rôle là, de filtration rendu au printemps suivant. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Là. Il y a un document qui avait été produit dans le cadre du dernier programme Prime-Vert, la mesure 4307, qui donnait un bon topo un peu là, de ce qui devait se retrouver dans un devis d'opération. Donc, vous pouvez vous référer à ce document-là. Et je crois qu'on va peut-être le mettre disponible éventuellement. Là. On va valider s'il est disponible, sinon on va trouver une façon de transmettre l'information assurément. Merci, David. Donc, on a déjà fait le tour. La présentation se termine avec des liens hypertextes vers différents éléments là, du programme. On a le site web, accès direct là, si vous ne voulez pas chercher, mais directement au sous-volet 1.2. Sinon, on vous a mis un lien vers le guide d'aménagement alternatif en production bovine, le site d'InfoSol, et d'autres documents techniques là, qui peuvent vous aider
à développer là, vos projets. Notez qu'il y a beaucoup de documentation disponible pour le bovin de boucherie. Mais il n'y a pas que le bovin de boucherie qui est admissible à la mesure prime vert. Donc, on travaille avec les collègues là, pour développer des outils autant que possible. Ne pas hésiter aussi à en parler à vos conseillers sur vos besoins. C'est ce qui peut nous aider là, à mettre plus d'informations disponibles pour la suite. Je vois qu'on a des questions qui ont commencé à rentrer au niveau du chat. Je vais inviter ma collègue Nathalie Laroche là, à prendre son tour de parole là, pour ce petit QER de groupe. Oui, salut tout le monde. Donc, Nathalie Laroche, je travaille à la direction des pratiques agro-environnementales à Québec. Je m'occupe là, de la coordination là, de toute la sous-volet 1.2 qui porte sur les matières résiduelles agricoles. La première question, je ne peux pas y répondre, malheureusement, ça part très mal. Est-ce que des collègues sauraient répondre? La première question qui est dans le chat, le chat, c'est un agronome de Solio, peut-il faire le diagnostic? Va-t-il être accepté par le MAPAC? Bon, ben, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas le MAPAC qui accepte ou pas le type de conseiller pour la réalisation du diagnostic parce que le diagnostic est subventionné par le programme Service Conseil. Donc, il faut que ce soit un agronome ou un conseiller qui soit accrédité par le réseau. Pour Prime Vert, nous, ce qu'on a comme exigence dans le programme normé, c'est que le demandeur, le producteur agricole, nous dépose un diagnostic réalisé par un conseiller. Donc, après ça, est-ce qu'un agronome de Solio est reconnu ou accrédité par le réseau Agriconseil? Ça, ben, je ne peux pas répondre. Là, de toute façon, c'est pas moi qui s'occupe de tenir ces listes-là ou de fournir les accréditations là, en lien avec ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Est-ce que je peux peut-être t'aider là-dessus, Nathalie? Je pense qu'au niveau de programme Service Conseil, ça ne sera pas acceptable. Ça ne sera pas accepté pour l'aide financière. Mais de notre point de vue, mettons, pour le programme Prime Vert, si un diagnostic est complété par un conseiller qui est dissocié de la vente de produits, ben, il va être acceptable là, pour le MAPAC. Oui, l'entreprise n'aura pas droit à son aide financière pour la réalisation du diagnostic, mais il va être valide là, pour nous. Là. Merci, Bon, Julien. ça va être à vérifier. Je pense qu'il y avait-tu quelqu'un de présent du réseau Agriconseil dans la liste des participants qui voudrait prendre la parole pour donner cette information-là? Non. Ben, d'abord, on va inviter la personne qui a posé la question à vérifier auprès du réseau directement. En fin de compte, je comprends qu'il ne sera pas subventionné par le réseau Agriconseil, mais je veux juste être sûre qu'il allait être accepté, en fin de compte, par le Prime Vert. Là, pour ne pas se faire refuser. Exemple, on fait un diagnostic, puis le client, il se fait couper ou il se fait refuser son projet. C'était plutôt ça. Ouais, OK, non, ça n'arrivera pas en tant que tel. Le Prime Vert, c'est vraiment un diagnostic réalisé par un conseiller. OK, donc, puis tu sais, ce qu'on peut dire aussi par rapport au diagnostic, c'est que ben, dans les programmes précédents, en tant que tel, on avait, dans la mesure, mettons, des aménagements alternatifs, un document ou un élément qu'on faisait avec à l'interne du MAPAC, mais avec l'externe aussi, qui était l'analyse des besoins. Puis, donc, présentement, ce qu'on a mis en place, c'est le diagnostic dans le cadre du programme Service Conseil. C'est une approche qui est là puis qui est appliquée pour toutes les matières résiduelles, que ce soit les eaux usées, les résidus végétaux, les déjections animales. Le diagnostic, là, c'est le nouveau terme pour ce qu'on appelait dans le programme Service Conseil précédent les évaluations détaillées ciblées. Il n'y en avait pas auparavant pour les déjections animales. Donc, c'est un nouveau document. Puis, ce document-là, il peut vivre sans aide financière de Prime Vert. Donc, c'est un outil qui est là, qui est mis en place pour aider le conseiller et le producteur agricole à faire vraiment le topo de la gestion des déjections animales chez une entreprise agricole pour éventuellement recommander des bonnes pratiques. Donc, un conseiller peut le faire avec le producteur, même si l'objectif ou la finalité n'est pas de venir chercher une aide financière dans Prime Vert. Puis, pourquoi on avait mis ça en place historiquement là, au niveau de l'analyse des besoins,
c'est parce qu'on se rendait compte parfois qu'un producteur voulait se lancer dans le principe des aménagements alternatifs, mais peut-être que ce n'était pas la bonne solution pour l'entreprise. Donc, c'était pas ce qui était le mieux, le site n'était pas approprié, il y avait peut-être un manque de litière, il y avait un manque de capacité de logement. Donc, le fait de faire ce tour de roue-là en amont d'une demande d'aide financière dans Prime Vert, c'est vraiment que le conseiller accompagne le producteur, puis regarde la situation, cible les problèmes, puis fasse des premières recommandations, non pas dans le détail de la conception, mais vraiment dans l'orientation à donner au projet du producteur. Donc, merci Nathalie. On avait une main levée aussi. Je n'arrive juste pas à trouver. Elle est où? Oui, c'est M. Doré. Je vais m'excuser d'avance des commentaires que je vais faire, mais vous allez comprendre. Premièrement, le programme Prime Vert a été annoncé et on pouvait déposer à partir du 16 janvier 2024. Personnellement, j'ai été proactif et je me suis impliqué. J'ai déposé 5 dossiers jusqu'à maintenant. Nous sommes le 21 mai 2024 et à la lumière de ce que je viens d'entendre et de voir, les travaux que j'ai faits, on ne m'a pas conseillé avant de les faire. J'ai déposé en bonne et due forme les dossiers. Les clients doivent payer des frais des services conseils. Si je suis, puis je ne suis pas contre l'idée de suivre vos recommandations, mais personnellement, je crois qu'il y a un déphasage important entre ce que vous demandez aujourd'hui de faire pour des dossiers qui ont été déposés depuis les derniers mois. Et personnellement, reprendre des travaux ou retravailler 2 fois sur les mêmes dossiers, c'est pas très, très efficace et productif comme stratégie. J'étais un formateur des sites d'aménagement alternatif dans le passé. Je crois que je maîtrise quand même assez bien les notions, mais je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas dessinateur, je ne suis pas un expert d'infosol et encore moins un expert de localisation de sites et de design de sites. Et pour ces raisons-là, donc, les clients avec qui j'ai fait affaire et avec qui j'ai signé des contrats de service conseil, je considère que moi, j'ai rendu des services, j'ai fait des recommandations, mais là, on arrive à l'analyse des dossiers passé quelques mois après le début des travaux et on se fait dire qu'on n'est pas conforme pour telle ou telle ou telle raison. Personnellement, je trouve que ça ne m'incite pas vraiment à m'impliquer davantage pour d'autres demandes, ce que je trouve malheureux parce que le programme Prime Vert peut bénéficier aussi à d'autres personnes. On nous avait dit lors de 2 Zooms ou 2 webinaires qui ont été faits précédemment à la fin janvier ou en février avec les conseillers Bobby Expert et autres, que la formule était pour être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus convivial et donc on n'avait pas à se casser beaucoup la tête et donc les commentaires étaient plutôt à l'effet que ce serait facile de réaliser des dossiers de Prime Vert. Mais je dois me rendre compte à la lumière de ce que j'ai vu ou entendu aujourd'hui que c'est plutôt le contraire. Donc je considère que l'approche, je ne mets pas en doute votre approche pour le futur, mais pour ce qui est de votre début d'ouverture du programme et de cheminement jusqu'à maintenant, il y a des gros problèmes qui font en sorte que peut-être que d'autres conseillers comme moi ont à vivre les mêmes résultats. Bien, en fait, pour les projets qui ont déjà été déposés, c'est pas parce qu'on vous a donné des exemples de façon de compléter les documents aujourd'hui qui sont différentes de la façon dont vous avez complété les documents avant la rencontre d'aujourd'hui, qui va faire en sorte que les projets vont être refusés. Donc, c'est vraiment pour donner des exemples, des façons de faire. Donc, si vous avez complété les documents en répondant aux questions, puis qu'on peut bien voir
que le travail a été fait en arrière, d'à savoir les distances sont-elles regardées par rapport aux points critiques, c'est quoi les surfaces d'élevage, les surfaces d'aménagement pour l'enclos, pour la bande végétative filtrante, est-ce qu'on a un croquis? Ça peut être un croquis fait à la main, déposé en pièce jointe dans le document. À quelque part, aujourd'hui, on vous donnait des exemples. Si ça peut être autre chose. Ça, on n'a pas d'exigence par rapport à ça. Par contre, il faut que dans les documents déposés, peu importe que ce soit le diagnostic ou la description détaillée, il faut que l'analyste soit en mesure de voir, de comprendre le projet. Il faut voir les écoulements, il faut voir la localisation, il faut voir l'aménagement vont être où, les aires d'alimentation, les aires de couchage, les aires d'abreuvement. Ça, c'est des principes de base. Puis, si ces informations-là sont présentes dans les documents que vous avez déposés, bien, il n'y en aura pas de problème en tant que tel. Donc, puis c'est pas parce qu'on vous donne une formation aujourd'hui qu'après ça, les projets de tout le monde vont être aussi complets. Donc, c'est vraiment dans un processus là, de répondre aux premières questions qu'on a eues. Puis, le niveau de simplicité, ça, je voudrais revenir là-dessus. Dans le programme précédent, les aménagements alternatifs, on avait vraiment une obligation de toujours faire affaire avec un ingénieur pour faire des plans et devis. On avait beaucoup d'exigences en termes de contenu, de rapports techniques. Donc, la volonté qu'on avait dans le programme actuel, c'était vraiment de simplifier. Puis de simplifier, ben, c'est que si, par exemple, dans un projet, il n'y a pas de toiture, ben, on n'a pas besoin d'un ingénieur. S'il y a une dalle de béton dans un enclos d'hivernage, dans un aménagement, dans une cour d'exercice de manière générale, sans toiture, on n'a pas besoin d'un ingénieur avec des plans et devis. Donc, ça, c'est une grande simplification pour les demandeurs. Après ça, l'autre élément de simplification, c'est qu'on a fait des documents en PDF dynamique qui sont vraiment avec beaucoup de cases à cocher pour des recommandations, des bonnes pratiques. Dans le programme service précédent, on parlait, comme je l'ai dit tantôt, d'évaluation détaillée ciblée. Ça faisait juste dire 5 titres à décrire pour le contenu de l'EDC. Donc, décrire ça, ça, ça. Alors que là, on a vraiment fait un gabarit pour aider le conseiller à l'orienter en lui proposant des bonnes pratiques, des réponses, des recommandations. Donc ça, c'est un élément pour nous de simplification. Puis aussi, bien, pour le projet Prime Vert, la description détaillée, à place que chaque conseiller ait à faire un rapport différent ou se casse la tête à savoir comment présenter le projet. Donc, on a encore une fois été, pour l'ensemble des matières résiduelles du volet 1.2, été avec des grandes sections, des éléments sur lesquels on base notre analyse. Donc, pour nous, ça, c'était une simplification, c'est-à-dire de donner un gabarit à compléter par les conseillers plutôt que chacun refasse le pas à pas. Par rapport à l'analyse des dossiers en termes de votre date de dépôt par rapport à la date d'aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'il y a eu un délai au départ. C'est un nouveau programme. Il y a beaucoup de façons de faire qui sont changées à l'interne. Donc, les analyses sont débutées. Est-ce que les délais entre le moment où que vous avez déposé votre demande et aujourd'hui sont représentatifs des délais que le MAPAC souhaite respecter? La réponse est non. Donc, c'est vraiment un début de programme, puis les choses vont se régulariser là, dans les prochaines semaines. Là, ça, il n'y aura pas ces délais-là qui vont être engendrés là, pour toute la suite du programme. C'est vraiment la mise en œuvre là, qui s'est faite plus tardive, aussi en période mi-janvier, où il y avait des projets qui étaient à déposer ou à débourser là, plus rapidement avec la fin de l'année financière. Mais d'autre part, les choses devraient prendre leur place là, puis aller de l'avant. Je ne sais pas si j'ai abordé toutes les questions ou les éléments que vous avez soulevés. Là. Y a-t-il des collègues qui veulent, Éric, ta main levée? Oui, je comprends les réponses, j'apprécie les réponses, les commentaires. Un autre détail peut-être qui, moi, je me sens un peu cobaye, les formulaires qui étaient disponibles en 16 janvier, en les utilisant, je me suis rendu compte plus tard, et ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit par la banque, que les formulaires étaient complètement modifiés. Donc, j'ai dû reprendre mon travail ou faire du copier-coller sur chacun des formulaires pour aller reprendre tous les cases, parce qu'il y avait des formulaires où les cases étaient bloquées. Sans oublier le fait que le premier formulaire avait 9 cases pour le numéro d'entreprise Québec et ça en prenait 10. Donc,
vous comprendrez que mon irritation a atteint une certaine limite parce que je sens que j'ai été cobaye de plusieurs choses. Je comprends que pour le futur, et j'espère que ça n'affectera pas les demandes qui ont été déposées. En fait, je comprends, là, vous dites que vous avez refait des copier-coller puis vous avez recomplété un nouveau formulaire, mais en temps normal, là, bon, c'était pas nécessaire de le faire. Si il y avait des questions qui ont été modifiées, ajoutées, c'était pour simplifier le processus d'analyse à l'interne. Si ces questions-là ne s'appliquaient pas au projet que vous aviez soumis, il n'y avait pas d'obligation de recompléter tous les documents parce que l'essentiel là, devait être là. Puis en fait, c'est ça, c'est les questions. On a un outil d'aide à la décision qu'on a rendu disponible pour les conseillers et les demandeurs. Il est disponible dans la fiche d'information, mais il est également repris dans la description détaillée du projet. Donc, c'est des questions pour être sûr que le projet réponde aux premiers critères d'admissibilité en lien avec les types de projets. Donc, ça a été modifié parce qu'on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait des questions qui rentraient puis qu'il manquait de clarté. Donc, quand on dit que tout a été modifié, ben c'est les sections en tant que telles qu'on est allé modifier les questions, mais ça ne change pas la nature des documents que vous avez déposés ou du contenu que vous avez déposé. Donc, si vous n'aviez pas d'obligation de transposer ça en tant que tel non plus. Mais bon, je suis désolée que vous ayez dû le faire et passer du temps pour ça. Mais quand vous avez parfois des hésitations, des choses comme ça, là, juste le producteur ou le demandeur là, peut entrer en contact aussi avec le MAPAC, le conseiller du MAPAC, puis vérifier, là, savoir si c'est nécessaire là, que vous repreniez ce travail-là. Donc, c'est sûr que oui, vous avez une responsabilité en tant que conseiller, tout ça, sauf que c'est aussi le demandeur qui dépose son projet, là, puis c'est à lui là, peut-être de faire certaines vérifications par rapport à ça. Mais là, il y avait Eric qui voulait intervenir. Hein. Un, deux, Eric. Excusez, problème de micro. C'est ça, je suis un des analystes des dossiers. C'est sûr, ce qu'on a présenté aujourd'hui, ça peut paraître gros. Mais moi, je vois ça comme une piste d'amélioration pour le futur. Puis là, par rapport à la maîtrise des outils informatiques, ça peut être une carte, dans le fond, imprimée avec des inscriptions manuelles, là, ça, on n'a pas de problème. On a autant qu'on comprenne l'information comme il faut, là, l'information du texte est transposée sur une carte pour que ça soit plus visuel. Des fois, à lire, c'est bien expliqué, mais on a de la misère à se situer. Puis, pour les dossiers qui sont déjà déposés, moi, je vois ça comme qu'on va être indulgent. Qu'on comprend le contexte dans le sens que vous aviez, c'était plus ou moins clair, l'information totale qu'il fallait que vous déposiez, tout ça. Je ne dis pas qu'on va accepter des dossiers qui ne feraient pas ou des dossiers qui manquent des livrables. Mais moi, je me vois plus travailler comme en collaboration avec le concepteur pour, à la limite, poser une question, si c'est ça que tu voulais dire ou si tu veux vraiment localiser ça là. Pour justement éviter le double travail. Là. Par contre, nous, quand on fait une analyse, on a comme trois. On a dossier accepté, dossier refusé, ou on appelle ça une d'info, c'est une demande d'information complémentaire. L'optique qu'on a choisie, c'est pas de refuser le dossier parce qu'il manque des choses. Bien souvent, c'est d'aller, à moins que le dossier soit vraiment pas correct, c'est d'aller en demande d'information complémentaire. Mais à ce moment-là, on n'a pas le choix de passer par le client, puis après ça, que le client va vous revenir. Des fois, on peut contacter le conseiller pareil quand on le connaît bien, mais il va avoir automatiquement une communication vers le client aussi. Là. Mais en tout cas, moi, la pratique que je veux utiliser, c'est vraiment une espèce de collaboration juste pour bien comprendre le dossier, parce que les dossiers, on le sait, qui ont été confectionnés par des gens, que ça fait, en tout cas, certains dossiers que ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans et qu'ils en font. Ça fait qu'on n'a pas nécessairement de doute sur la qualité du dossier, mais c'est juste pour notre compréhension comme telle. On a besoin de petits éclaircissements. Puis dans ce sens-là, les cartes nous aideraient. Moi, je veux une approche plus comme un collégial là, avec les concepteurs, justement, pour ne pas retarder le processus pour rien. Ça, je le comprends bien, mais ça s'est clarifié. En effet, je sais qu'on a communiqué ensemble dans les derniers jours, mais
en rétrospective, je ne veux pas étirer le discours, mais vous comprendrez que même 2 des premiers dossiers que j'ai déposés sont dans une région où le répondant qu'on a désigné au MAPAC pour Prime Vert n'était même pas en mesure de me répondre et que ça a pris 4 semaines avant d'avoir une réponse à une question simple qui avait été posée. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là comme conseiller de première ligne? On nous demande d'être des conseillers de première ligne. On a réduit les pourcentages d'aide au service conseil. Les producteurs paient la facture. On essaie de faire le travail dans le optimum d'heures ou le minimum d'heures possible pour ne pas surfacturer les clients. Vous comprendrez que on est sur une chaise qui n'est pas facile. On nous demande de jouer, pas de jouer, mais de remplir plusieurs objectifs, plusieurs fonctions. Puis, on a la pression, en plus des services conseils, qui nous coupent les taux d'aide. Donc, ce n'est pas encourageant pour le futur non plus, pour ce qui est de l'approche actuelle. Je comprends. Merci. Je vois qu'il y avait une question dans le chat qui a trouvé réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peux-tu poser une question, David? Je connais la réponse, mais des fois, il y en a peut-être ils ne la connaissent pas. Là. Tout par rapport aux aires d'alimentation couvertes puis aux bâtiments. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intervenants qui vont avoir des clients qui vont être intéressés à avoir des cours d'exercice avec une portion de bâtiment. Nous, les bâtiments qu'on subventionne, c'est les aires d'alimentation couvertes. Des fois, dans les bâtiments, il y a des aires de couchage, ou il peut y avoir des aires de couchage à l'extérieur des bâtiments, dans les cours d'exercice. J'aimerais ça qu'on fasse là, la différence là, par rapport à ça, juste pour sûr que ça soit bien compris. Là. Je peux donner un exemple, après ça, les gens pourront. C'est juste une question d'incompréhension. J'ai eu une analyse à mener avec un bâtiment, mais le conseiller a super bien fait ça. Le bâtiment était, mettons, 1/3 aire d'alimentation couverte, puis 2/3 aire de couchage. Mais dans un cas comme ça, l'aire de couchage, on l'a dit, le plancher puis le toit d'une aire de couchage n'est pas admissible. Ça fait que j'aurais juste pu considérer le tiers du bâtiment comme une aire d'alimentation parce qu'elle était segmentée comme ça. Par contre, un conseiller qui ferait des aires de couchage, mettons, avec brisement à l'extérieur, puis qui agrandit son aire d'alimentation, on peut considérer une partie plus grande de bâtiment. Puis là, il risque d'avoir de la pression, mettons, là, on sait qu'il va y avoir d'autres productions, comme la production laitière, notamment. Les gens sont habitués à utiliser des bâtiments. Ça fait qu'il va y avoir une certaine, j'imagine, pression sur les concepteurs à avoir des bâtiments dans leur cours d'exercice. Mais des bâtiments qui hébergeraient à l'année des animaux, il est obligé d'avoir une aire de couchage dans le bâtiment qui ne sera pas admissible. Là. Il y a toute cette subtilité-là. Je dis ça, je ne sais pas si Nathalie, David, vous pouvez... En fait, ce qu'il faut partir du principe, c'est que Prime Vert, en tant que tel, dans tous les cas, les projets doivent démontrer un gain environnemental. Bon, ça, c'est le point de base. Donc, si on part d'une situation où on veut améliorer le bien-être animal à l'intérieur d'un bâtiment, c'est sûr que là, le Prime Vert n'a pas raison d'être dans ce genre de projet-là. Si en tant que tel, le bien-être animal souhaite être amélioré en donnant accès à l'extérieur aux animaux, il n'y a pas de problème. Prime Vert peut aider dans l'aménagement de la cour d'exercice. Puis Prime Vert va intervenir quand on dit l'aire d'alimentation, c'est admissible, l'aire de couchage, c'est pas admissible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la littérature, ce qui est démontré, c'est que 70% des déjections animales sont produites autour des aires d'alimentation. Donc, le but de subventionner un plancher, une toiture autour de ces aires-là d'alimentation, pour nous, il y a une justification et une connotation environnementale. En lien avec l'aire de couchage, quand on parle d'un plancher, d'une toiture, d'une aire de couchage, là, à ce moment-là, c'est vraiment du bien-être animal. Puis ça, c'est pas admissible dans le programme Prime Vert. Par contre, quand on arrive avec un aménagement alternatif, le principe qu'on a tout le temps subventionné dans Prime Vert, dans un enclos d'hivernage, c'est sûr que l'aménagement de l'aire de couchage dans l'enclos, par exemple en apportant du matériel, en faisant peut-être du déplacement de matériel ou en apportant, par exemple, en aménageant une butte de sable ou l'aire de couchage, oui, ça,
c'est admissible. C'est du matériel pour améliorer la portance. Mais à proprement dit, plancher, toiture, aire de couchage, ça, c'est pas admissible. Mais cette portion-là, dans un enclos extérieur, demeure admissible en termes de matériel. C'est peut-être ce point-là, là, en tant que tel, là, que Éric, tu voulais. Oui, exactement. Tu voulais qu'on reprécise. Il y avait d'autres questions. Juste d'avance, on va aussi vous revenir là, sur les attestations de conformité, les suivis d'après-travaux. On va un peu tôt à ce stade du programme, mais on va vous revenir là, avec plus d'informations là-dessus aussi pour ceux qui se posent des questions. Monsieur Doré. Alors, en suivi avec l'élément précédent d'Éric et de Nathalie, au niveau d'aire d'alimentation, puis j'en ai discuté avec Éric aussi, là, dans un des projets que j'ai travaillé, l'aire d'alimentation, moi, je recommande une mangeoire longitudinale et pour éliminer l'accès à l'intérieur et alimenter par l'extérieur, mais une aire d'alimentation non couverte. Et on me disait que l'espace dévolu pour les aliments, cet espace-là ne serait pas subventionnable dans l'aire d'alimentation, même si on a une même dalle de béton qui va être produite pour faire cette même allée d'alimentation-là. Donc, est-ce que c'est une question qui a été adressée maintenant ou réglée, ou est-ce que c'est toujours en suspens? La question que je posais à Nathalie la semaine passée, là, savoir, mettons, s'il fait à dalle, le 8-10 pieds de ciment, en fond, si on pourrait le considérer comme aire de portance. Oui, ben en fait, on avait répondu peut-être. Conseillers n'ont peut-être pas la réponse définitive. Ouais. Ça a été dans le QER. Là, mais... Ouais, ben oui, Bernard, dans le fond, ça n'a pas oui. passé. Mais l'aire d'alimentation en tant que telle est admissible à l'aide financière. Donc, la surface bétonnée sous l'aire d'alimentation. Puis, bon, je comprends qu'il y a, dans le cas que vous présentez, la mangeoire longitudinale, il y a une partie bétonnée auquel les animaux n'ont pas accès, mais qui est partie intégrante de l'aire d'alimentation. Ça, en tant que tel, il n'y aura pas de problème. Là, on n'ira pas faire, on n'ira pas appliquer un prorata sur la lisière de béton qui est de l'autre côté là, de la mangeoire là, en tant que tel. Ça fait partie, pour moi, c'est un élément qu'on ne peut pas diviser là, de l'aire d'alimentation. Ben, moi, c'est ce que je croyais personnellement, Oui. Mais j'avais hâte de savoir la réponse aussi parce que le même raisonnement s'applique si on a une allée d'alimentation avec les aliments, mais qui serait couverte. Donc, la partie sous le toit, la toiture ou les aliments, on a tout intérêt à la faire protéger aussi. Là. Pour une question de biosécurité, propreté, de la préservation des aliments et tout. Ben, encore une fois, c'est sûr que pour Primevert, nous, c'est plus l'aspect environnemental qu'on va regarder. Donc, on va tout le temps tenter de rendre admissible dans le projet la portion de toiture et de plancher qui permet de réduire le risque au niveau de la gestion des déjections animales. Sauf qu'une fois ce principe-là émis dit, ben là, il y a des bouts de plancher ou des mètres carrés là, qu'on peut difficilement extraire là, dans les cas là, que vous nous présentez. Là. Mais en fait, ça représente une petite superficie, une petite proportion de l'aire d'alimentation, que ce soit en plancher ou en toiture, là, dans le cas que vous semblez décrire. Là. Fait que pour moi, il n'y aura pas de problème. Non, je respecte que le Primevert s'occupe davantage de l'aspect environnemental et au niveau risque d'écoulement et tout, portant s'améliorer, mais le bien-être animal, on ne doit pas en faire abstraction. Puis, tout à fait. C'est globalement, comme conseiller, on doit avoir une approche qui intègre les deux. Et si on se limite puis qu'on se dit, bon, Primevert ne subventionnera pas pour telle ou telle raison, on peut faire fausse direction ou prendre une piste différente qui n'est peut-être pas celle qu'on devrait avoir pour la qualité du bien-être et la qualité de la production. Et ça, je suis 100% d'accord avec vous. C'est toujours l'effet pervers des aides financières, le fait que des demandeurs ou des conseillers orientent les projets en fonction de ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est effectivement, je suis bien d'accord avec vous. Il faut faire abstraction des éléments qui peuvent
ne pas être admissibles, mais qui quand même sont très importants à prendre en compte dans l'élaboration du projet. Puis même s'il n'y a pas des portions qui ne sont pas admissibles, ben, c'est sûr qu'un projet doit comprendre un peu tous ces aspects-là là, que vous avez décrits. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour l'équipe? Eh bien, je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible ce matin pour ce webinaire. N'hésitez pas là, à écrire à vos conseillers si vous avez d'autres questions. S'ils ne sont pas en mesure de répondre, ça m'étonnerait, mais s'ils ne sont pas en mesure de répondre, ils vont venir nous voir. Ça va nous faire plaisir. Le PDF va être rendu disponible avec l'enregistrement dans les... je vous confirme que ça ne sera pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, on va rendre ça disponible sur le site web. Puis vos conseillers vont aussi les avoir là, en fichier enregistré qu'ils pourront vous partager là, s'il le faut. David, oui. j'ai une petite question pour les gens. À un moment donné, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés, là, puis c'est pour moi qui donnerait d'avoir une petite formation de base sur InfoSol? C'est dur à dire, là, je vois pas trop, mais Moi, je vois 3 têtes qui font oui. Ouais, c'est de puis quoi ça qu'on peut inclut des donner là, à conseillers 1 heure, 1 heure et d'IMAPAC. demie là, pour les principales fonctionnalités, puis comment extraire des cartes, puis ça peut être de quoi. Là. On Ben, pourra, certainement, parce que je sais que pour ma part, ce serait très, très apprécié. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, on le répète. Si vous voulez faire un croquis à la main, que vous êtes en mesure d'obtenir des informations en termes des relevés de terrain, localisation des points d'eau, des cours d'eau de manière différente, c'est pas un problème. Nous, on essaie de faire connaître un outil qui est disponible gratuitement pour les conseillers. Mais tout autre moyen peut être utilisé. Encore une fois, il s'agit juste que le projet déposé, les documents déposés puissent rendre compte là, des éléments là, de votre analyse que vous avez pris en considération. Donc, on pourrait peut-être même penser faire une formule peut-être enregistrée, là, disponible pour, pas en présentiel, mais rendre un fichier disponible là, de vidéos, d'enregistrement, ouais, tutoriel, c'est ça, je cherchais le mot. Donc, ben, encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter. Dans le PDF, vous allez avoir des liens cliquables. Donc, je vois, merci Chloé là, qui vient de présenter dans le clavardage une proposition de webinaire sur InfoSol aussi, si vous voulez le consulter. Est-ce que tu considères, Chloé, que ce webinaire-là que je n'ai pas écouté répondrait aux besoins qui est exprimé pour la mesure dont on parle? Je pense que oui, dans le fond, il y a 2 webinaires de disponibles. Puis le premier, c'est vraiment une introduction au nouveau InfoSol 2. Et le deuxième, donc c'est des webinaires d'1 heure à peu près là, sur toutes les fonctionnalités. Là. Je pense que le premier, au moins, là, devrait être écouté pour bien maîtriser. Là. Donc, un gros merci à tous. Puis, je vous souhaite une belle journée. Puis, bonne saison estivale 2024. Merci, bonne journée.